Bonjour et ravi de vous retrouver en ce mercredi 27 janvier sur I24. C'est le journal du matin. On est ensemble pour 2 heures de direct. C'est parti, voici le sommaire. Aujourd'hui, journée internationale à la mémoire des victimes de la Shoah. Des manifestations sont prévues à travers le monde. Nous nous rendrons à New York, à la tribune de l'ONU, où une commémoration est prévue. Et puis comment transmettre par les livres les voyages en Pologne, notamment là où l'horreur a pris forme. Alors que les derniers rescapés s'éteignent, on s'intéressera à cette question si élémentaire, maintes fois posée, mais tellement fondamentale, de la transmission. Le guide Shlomo Balsam sera avec nous en plateau. Et hasard du calendrier ou pas, c'est donc aujourd'hui à une autre tribune, celle de l'UNESCO à Paris, que Hassan Rouhani s'exprimera, alors même que le concours sur les caricatures antisémites bat son plein en Iran, quand la diplomatie des sourires rejoint la symbolique de l'histoire. Focus dans cette édition sur le discours du président iranien. Et ce matin, on se penchera aussi sur une autre incongruité. Mein Kampf, réédité, fait un carton en Allemagne. Le brûlot nazi d'Hitler est-il le dernier bibelot à la mode? Un trophée vintage qu'il faut mettre dans son salon. En vente depuis le 8 janvier dernier, le succès de sa réédition allemande laisse rêveur et crée le malaise. On en parle dans moins d'une demi-heure. Voilà donc pour le sommaire de cette édition qui, vous l'aurez compris, est largement consacrée aujourd'hui aux commémorations pour cette journée en mémoire des victimes de la Shoah. Le 27 janvier 1945, l'armée rouge entrait dans le camp d'Auschwitz. Nous sommes aujourd'hui le 27 janvier et Israël, comme l'ensemble de la communauté internationale, se prépare donc à commémorer la libération du camp de la mort. Joseph Emmanuel. C'est en 2002 qu'est instituée la Journée internationale du souvenir, dédiée aux victimes de la Shoah. À l'origine de cette initiative, les ministres de l'éducation des États membres européens. Ils l'ont voulu comme une prévention des crimes contre l'humanité. La journée a été adoptée par une résolution onusienne en 2005. La date n'a pas été choisie au hasard. Le 27 janvier 1945, le camp d'Auschwitz est libéré par une avant-garde de l'armée rouge. Cette journée rappelle les droits et libertés associés à la Déclaration universelle des droits de l'homme, sans distinction aucune, notamment fondée sur la race, la religion ou toute autre condition. Elle rappelle également le principe fondateur des Nations Unies, dont la création est liée à la défaite du régime nazi. C'est donc naturellement que cette journée encourage les États à promouvoir des projets éducatifs, à protéger les lieux de mémoire liés à l'Holocauste. En Israël, on ne fête pas particulièrement cette journée internationale, car Israël a sa propre journée de mémoire de la Shoah, et ce depuis le début de son existence. L'an dernier, le président François Hollande s'était rendu à Auschwitz pour commémorer le 70e anniversaire de la libération du camp. À cette occasion, et seulement 3 semaines après les attentats de janvier, le président avait pourfendu ce qu'il avait nommé le poison de l'antisémitisme. Binyamin Netanyahou, lui, interpelle les dirigeants européens en leur posant la question « Que faites-vous contre l'antisémitisme ?» Voilà, c'est une question qui sera également présente à la tribune de l'ONU. Aujourd'hui, on va justement prendre la direction de New York. On y rejoint notre correspondant sur place, David Benaïm. David, bonjour. Alors, quelles sont les commémorations qui sont prévues aujourd'hui à l'ONU ? C'est la 10e année que les Nations Unies commémorent la Shoah le 27 janvier, le jour anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz-Birkenau. La journée officielle est intitulée Mémoire de l'Holocauste. Le thème de la célébration cette année est sur la dignité humaine, avec pour objectif de réaffirmer le lien entre la découverte des camps nazis et la rédaction de la Charte des Nations Unies en 1947. Des manifestations ont lieu depuis lundi au siège de l'ONU. Une exposition sur la vie après la survie a été inaugurée dans le hall d'entrée destiné au grand public. Cette expo montre comment un petit groupe de volontaires de l'UNRWA, les équipes de secours et de reconstruction de l'ONU, a travaillé au bénéfice des jeunes survivants de la Shoah dans un ancien couvent près du camp de concentration de Dachau. Ils y avaient créé le premier centre international pour orphelins, fournissant des vivres et des soins médicaux, aidant les enfants à renouer avec leur famille ou à émigrer vers Israël. De nombreux programmes pour aider les enseignants et les organisations non gouvernementales à transmettre le souvenir de la Shoah vont également avoir lieu jusqu'à la fin de la semaine. L'objectif affiché de cette initiative étant de tout faire pour que de telles atrocités ne se reproduisent jamais. Alors focus, David, à présent, sur celle qui remplacera à la tribune de l'ONU l'ambassadeur d'Israël, Dani Danon. Elle s'appelle Marthe Weiss, elle a 81 ans et elle est rescapée d'Auschwitz. Peut-être déjà des réactions à New York quant à sa présence ? Oui. Marthe Weiss s'est dit très émue de l'initiative de Dani Danon. C'est la première fois qu'un invité de marque cède sa place à une survivante de camp
pour s'exprimer à la tribune de l'ONU. À 81 ans, elle a dit n'avoir jamais imaginé, en tant que rescapée d'Auschwitz, qu'elle puisse représenter l'État d'Israël devant les nations. Weiss est née en République tchèque, elle a fait son alia à 18 ans, elle vit à Jérusalem auprès de ses 3 filles, ses 9 petits-enfants et ses petits-enfants. Elle travaille fréquemment avec le mémorial de Yad Vashem pour témoigner de son vécu pendant la guerre. Son discours devrait notamment comporter un message pour dénoncer l'essence de l'antisémitisme en France. Elle s'est révoltée que les Juifs de France puissent avoir peur de porter la kippa en 2016. Martha Weiss portera un chai également autour de son cou à la tribune ce matin. Elle a indiqué à la presse israélienne qu'elle porterait toujours ce message de vie quand elle part de la Shoah pour rappeler que le peuple d'Israël vit toujours. Et Beate Klarsfeld qui devrait également intervenir aujourd'hui, David. Oui, dans le passé de témoigner lors de cette journée commémorative. Le réalisateur Steven Spielberg s'était exprimé en 2014 et cette année, il sera donné à Beate Klarsfeld de délivrer le discours d'ouverture. Klarsfeld a passé de nombreuses années à rassembler des informations sur la Shoah afin de permettre la poursuite des criminels de guerre. Elle et son mari Serge ont largement contribué à l'arrestation du boucher de Lyon, le nazi Klaus Barbie. Journée d'émotion, d'éducation et du souvenir de journée à New York. Et voilà David, merci. Et vous serez également en direct du siège des Nations Unies pendant l'émission spéciale prévue de 18 à 20h sur I24 et présentée par Eleonore Veil. Alors en Israël, cela ne fait que 4 ans que l'enseignement de ce génocide au cours duquel 6 millions de Juifs ont été exterminés est dispensé dans les établissements arabes du pays. Vous allez le voir, l'apprentissage de ce drame a permis à beaucoup d'Arabes israéliens de tirer les leçons de l'histoire et de faire un pas vers leurs concitoyens juifs. Un reportage de Yoraï Lieberman. Si on regarde les lois de Nuremberg, quels sont les éléments qui nous indiquent de la discrimination ? Contrairement à leurs parents et à leurs grands-parents, l'actuelle et les futures générations de jeunes Arabes israéliens connaîtront la Shoah. Car depuis 2011, la Shoah est devenue un enseignement obligatoire et depuis 2014, elle est aussi un thème présent au baccalauréat. Depuis ma naissance, j'entends parler de la Shoah, mais parce que nous en avons juste entendu parler et qu'on ne l'a pas vraiment compris, ça a créé une forme de résistance. Comment ont-ils décrit les Juifs ici ? Il y a un mot très important. Ils étaient détestés et discriminés. Ils n'étaient même pas considérés comme un groupe ethnique, mais comme un type de race à part. Excellent. En tant qu'Arabes, nous faisons aussi partie de l'ethnie sémite, car les Juifs et les Arabes font tous deux partie du groupe ethnique des Sémites. Si nous avions vécu en Allemagne à ce moment-là, ce qui est arrivé aux Juifs aurait aussi pu nous arriver. J'ai beaucoup de solidarité pour les Juifs à cause de la tragédie qu'ils ont vécue. Dr Tarbed Abouras est professeur en géopolitique à l'université Ben Gurion. À l'instar de ses collègues juifs et arabes du Fonds Abraham qu'il dirige, le professeur Tarbed n'a aucun doute. La coexistence des deux peuples ne passera uniquement par une connaissance de l'histoire et des souffrances de l'autre. Je pense que tous les Arabes devraient visiter Auschwitz et apprendre. Et d'après moi, pas seulement les Arabes, mais tous les êtres humains. Je suis revenue de ce voyage, je suis restée 1 mois au lit, vraiment malade et complètement bouleversée de l'intérieur. J'ai commencé à nouveau à réfléchir, après ce que j'avais vu, l'horreur et l'inhumanité, comment un humain peut faire une chose pareille à un autre être humain. Quand j'étais à l'université hébraïque, j'ai dû préparer un mémoire dans le cadre d'un séminaire. Alors j'ai proposé de le faire sur la Shoah qu'ont subi les Juifs en Europe. Et le professeur est venu me voir à la fin du cours. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qui t'arrive de vouloir faire un travail sur la Shoah ? Tu es arabe ? Alors justement, pour parler de ce thème-là, nous sommes en ligne avec Joël Kotek, politologue, historien, membre du projet Aladdin pour la transmission justement de la Shoah dans le monde arabe. Joël Kotek, bonjour. Comment la Shoah est perçue dans le monde arabe ? Comme vous le savez, la Shoah en tant que telle, lorsqu'on parle du monde arabe, on parle quand même d'un sujet qui est soit largement méconnu, soit quand même d'un sujet qui est quand même en proie à l'idéologie. C'est-à-dire que le monde arabe est frappé par un fléau qu'on appelle le négationnisme. C'est l'endroit où où la réalité de la Shoah est mise en compte. Vous avez senti une évolution des mentalités, notamment avec votre projet Aladdin ? Oui, l'objectif effectivement d'Aladdin est de rendre accessible non seulement au sein du monde arabe, mais aussi du monde persan et du monde turc, des informations objectives sur la Shoah. Et c'est l'objectif, et je crois que les résultats
sont très intéressants puisque des CNS sont organisés et de nombreux intellectuels de plus grandes universités arabes aujourd'hui participent aux activités de la noce. La perspective est assez encourageante. Voilà, un petit peu d'espoir en cette journée sombre. Merci beaucoup, Joël Kotek, en direct de Bruxelles. On passe à une autre actualité aujourd'hui. Hassan Rouhani qui entame une visite de 2 jours en France, la première d'un président iranien depuis 1999. Regardez. Un nouvel allié pour promouvoir la paix, un allié stratégique au cœur du Moyen-Orient. Le pape François s'est entretenu 40 minutes ce mardi avec le président iranien Hassan Rouhani. Un message: aider la communauté internationale à rétablir une stabilité dans cette région dévastée par les guerres à répétition. Dans un communiqué, le pape François exhorte l'Iran à trouver des solutions politiques adéquates qui mettent fin à la diffusion du terrorisme et au trafic d'armes. Le souverain pontife souligne la responsabilité de chaque communauté religieuse dans la promotion de la réconciliation, allusion à peine voilée au conflit entre sunnites et chiites qui scindent la région et provoquent de vives tensions, notamment avec l'Arabie saoudite. Hassan Rouhani était entouré d'une délégation de 12 diplomates et officiels iraniens. Parmi eux, Mohammad Javad Zarif, le ministre des Affaires étrangères, qui a activement participé à l'accord de Vienne en juillet dernier. Une visite minutieusement organisée. Pour éviter d'offenser la délégation iranienne, les statues nues du musée du Capitole ont été couvertes. En lieu et place des Vénus et autres œuvres d'art, des blocs de plastique blanc. Une décision de la mairie de Rome qui a rapidement créé une polémique. Le parti de la Ligue du Nord dénonce un énième acte de soumission à une culture qui ne nous appartient pas. Les radicaux, eux, rappellent qu'il y a à peine 7 mois, des affiches avaient également été recouvertes dans la ville de Turin, cette fois pour ne pas heurter la sensibilité du pape en visite officielle. Alors, hasard du calendrier ou pas, le discours à l'UNESCO de Rouhani coïncide avec la commémoration des victimes de la Shoah aujourd'hui et en même temps ce concours de caricatures lancé par l'Iran. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Michel Taubman. Michel, bonjour. Est-ce que Benyamin Netanyahou a raison de considérer que l'Iran est aujourd'hui encore une menace pour les Juifs à travers le monde ? Mais écoutez, oui, effectivement, c'est l'Iran aujourd'hui comme hier, mais pas plus qu'hier et peut-être un peu moins qu'hier. Est un pays dont le régime, en tout cas, est hostile surtout plus à Israël qu'aux Juifs, pour être très précis, puisque l'idéologie officielle, c'est l'antisionisme. Alors, l'antisémitisme et les critiques et le dénigrement, les caricatures de la Shoah ont fleuri du temps d'Ahmadinejad. Aujourd'hui, on est sous un président qui est différent, mais effectivement, il a abandonné les excès verbaux d'Ahmadinejad. Il ne joue plus le même rôle sur la scène internationale, mais il est légitime de la part d'Israël et de la part des Juifs de s'inquiéter et de demander des comptes au régime iranien sur ce qui se passe aussi à l'intérieur, et pas seulement par rapport aux Juifs et par rapport aux caricatures, mais d'une manière générale sur les droits de l'homme. Alors justement, est-ce que la République d'Iran, elle a changé, ou est-ce que c'est seulement la politique des sourires de ses dirigeants qui a évolué, qui réussit à mieux convaincre en tout cas ? Écoutez, il y a une communication aujourd'hui qui est très habile de la part de Rouhani, le président iranien, mais la communication, c'est aussi de la politique. Pendant 7 ans, pendant 8 ans, de 2005 à 2013, l'Iran a été présidé par Ahmadinejad. Le rôle d'Ahmadinejad sur la scène internationale était très clair. Il était de faire monter les enchères par des provocations verbales, faire monter les enchères pour négocier un règlement de la question nucléaire. Les enchères étant montées très haut, on a remplacé Ahmadinejad par quelqu'un qui a un visage évidemment plus souriant. Par Rouhani qui comparativement forcément a l'air plus modéré. Merci beaucoup Michel Thomas. Je rappelle que vous êtes journaliste et auteur de Histoire secrète de la révolution iranienne aux éditions de Noël. Merci à vous. Alors un exemple justement, emprisonné pour 5 ans pour avoir distribué des tracts, l'arrivée de Rouhani a empiré sa condition. Je vous propose d'écouter un exilé d'Iran. Avant, j'étais en isolement. Après, j'ai été souvent interrogé par 3 personnes. J'avais les yeux bandés, on m'a torturé. Pour le régime actuel, c'est légal. Ils attrapent les gens, surtout les sympathisants des moudjahidines du peuple. Parfois, il suffit d'avoir quelqu'un de sa famille lié au mouvement. Et c'est considéré comme un crime. Ramin Parham, bonjour. Vous êtes écrivain, vous aussi, exilé. Comment est-ce que vous percevez ce retour en force du régime des Mollahs sur la scène internationale ? Il y a un certain nombre
circonstances de conditions régionales qui expliquent qu'un certain niveau de coopération avec la République islamique devient nécessaire pour un certain nombre de pays, mais pas pour tous. Par exemple, on peut voir que les Saoudiens, l'Arabie saoudite n'est pas aussi enthousiaste que l'administration Obama pour coopérer avec la République islamique d'Iran. Donc il faut vraiment modérer les propos, les arguments dès qu'il s'agit d'analyser la situation régionale et iranienne. Vous pensez que ce retour dans le concert des nations, ça peut améliorer la situation à l'intérieur même de l'Iran? Oui, non. Oui et non. Oui et non. C'est pour ça que je dis qu'il faut moduler les propos. Quand vous parlez du retour de l'Iran, si vous parlez de l'Iran en tant que pays stratégique, en tant qu'État-nation ancien, en tant que l'État le plus ancien de toute cette région, oui, il faut un jour revoir l'Iran au cœur de cette région, là où il se trouve, jouer un rôle central. Si vous parlez du retour de l'Iran, et vous entendez par là le retour de la République islamique d'Iran ou de l'État islamique d'Iran, ainsi fut conçu cet État par son fondateur Khomeini, si vous parlez du retour de l'État islamique en Iran sur la scène internationale, là, il y a beaucoup de faux dans ce que vous dites. Merci beaucoup Ramin Parham pour ce témoignage et ces explications. Alors on va passer à présent, Virginie, bonjour, à une analyse. C'est pas la première fois, comme c'est le cas aujourd'hui avec Hassan Rouhani, que le chef d'un État loin d'être une démocratie est reçu à Paris. Oui, évidemment, tout le monde s'en souvient. Une tente dans les jardins de l'hôtel de Marigny et ces danseuses bédouines qui croisent les officiers de la garde républicaine. Nous sommes en décembre 2007 et ça fait 34 ans que le raïs libyen n'a pas été reçu en chef d'État à Paris. Muammar Kadhafi fait son grand retour sur la scène internationale. Une visite de 5 jours qui suscite la polémique dans les rangs de l'opposition à Nicolas Sarkozy, mais également au sein de son propre gouvernement. Ramayad est à l'époque secrétaire d'État aux droits de l'homme et elle donne une longue interview aux Parisiens le jour de l'arrivée de Muammar Kadhafi à Paris. Elle le martèle, le colonel Kadhafi doit comprendre que notre pays n'est pas un paillasson sur lequel un dirigeant terroriste ou non peut venir s'essuyer les pieds du sang de ses forfaits. Voilà, c'est entendu. Mais comme à chaque fois, il s'agit de réel politique. La visite du chef de Tripoli est actée au moment de la libération des infirmières bulgares, accusées, je vous le rappelle, d'avoir inoculé le virus du sida à des enfants palestiniens. Et c'est à ce moment-là que cette visite devient une condition sine qua non pour Muammar Kadhafi. Alors François Hollande, il n'échappe pas lui non plus à la réelle politique et pourtant on en parle moins. On en parle moins parce que celui qui en janvier 2012, en pleine campagne présidentielle, disait « Présider la République, ce n'est pas inviter les dictateurs en grand appareil à Paris », fait exactement la même chose, mais il fait le service minimum diplomatique. On en parle moins. Depuis mai dernier, François Hollande a reçu le président de l'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev. La dynastie Aliyev est leader dans le pays depuis 20 ans et elle est accusée par les ONG de réprimer l'opposition et la liberté d'expression. Il y a eu également le chef tchadien Idriss Déby qui s'est entretenu en octobre dernier avec son homologue français. La France a toujours du mal finalement à trancher le débat entre la diplomatie et la défense des droits de l'homme. S'ajoute à cela un nouveau paramètre, c'est la lutte contre le terrorisme, la lutte contre l'État islamique. Et avec Idriss Déby, finalement on est en plein dedans parce que Idriss Déby se bat contre Boko Haram au Nigeria. Merci beaucoup Virginie. Les invitations pour parler de paix sur la Syrie ont été envoyées aux différentes délégations attendues ce vendredi en Suisse, mais la France reconnaît que l'organisation n'est pas simple. La Russie fait par exemple pression pour que les Kurdes soient également inclus à ces négociations. En attendant, en Syrie, le régime d'Assad et ses alliés récupèrent plusieurs territoires clés. Reportage de Mathias Inbar. À coups de missiles courte portée, le régime de Bachar al-Assad viendrait de reprendre la ville de Cher Meskin dans le sud du pays. Une offensive lancée à la fin du mois de décembre, une conquête qualifiée de stratégique à la frontière avec la Jordanie, dans la province de Dera, contrôlée sur plusieurs kilomètres par les rebelles. De rudes combats menés conjointement au sol par les troupes du régime, des milices palestiniennes, des hommes du Hezbollah et des unités de l'armée iranienne, et appuyés également par l'aviation russe. Une manière de sécuriser un peu plus les routes qui mènent vers le nord, vers la capitale Damas.
Et si les affrontements devraient donc se poursuivre dans le sud de la Syrie, toutes les parties engagées dans cette guerre civile se rendent coup pour coup. Quasiment au même moment, une vingtaine de personnes trouvent la mort dans 2 attentats suicides à un poste de contrôle de l'armée dans la ville de Homs. Coup pour coup également à l'est du pays, dans la ville de Deir el-Zor. L'État islamique tente de reprendre depuis la semaine dernière les champs pétroliers et les faubourgs de la ville. Des combats rapprochés et surtout filmés. En voici les images. Après d'intenses combats et battus, on y voit 2 soldats du régime demander la grâce des hommes de Daesh. 50 soldats syriens y auraient été tués. Voilà, nous en rejoint sur ce plateau Mathias Sinbar et Dror Even Sapir. Bonjour à vous. Messieurs, Mathias, on commence avec vous. L'Iran et son président Hassan Rouhani, soutien inconditionnel toujours de la Syrie et surtout du Hezbollah, le mouvement chiite, c'est qui resterait selon Tsahal l'une des principales menaces sécuritaires pour Israël en 2016. Oui, hasard du calendrier ou pas, avec cette visite de Hassan Rouhani en Europe, le chef d'état-major de l'armée israélienne dresse un bilan sécuritaire de l'année 2016. Et effectivement, il pointe du doigt le Hezbollah comme étant la principale menace sécuritaire d'Israël. Et même si pour Gadi Eisenkot, eh bien, le Hezbollah ne disposerait pas de la manne financière garantie après la levée des sanctions contre le régime de Téhéran, eh bien, en attendant, effectivement, le Hezbollah est un danger pour Gadi Eisenkot. Je vous propose d'ailleurs de l'écouter. L'Iran mène la guerre à Israël via ses émissaires. Le Hezbollah est l'un d'entre eux et la principale menace sécuritaire d'Israël. Le mouvement est armé, financé, entraîné et même dirigé depuis 2006 par les Iraniens. Ouais, dans ce cas-là, Mathias, le scénario est presque catastrophe. Voilà, alors effectivement, Gadi Eisenkot faisait ses propos il y a une semaine au salon de l'INSS et en attendant, effectivement, ça reste d'actualité. Vous parlez de scénario catastrophe. Effectivement, selon Gadi Eisenkot et selon l'état-major de Tsahal, le Hezbollah dispose de plus de 100 000 roquettes prêtes à courte portée, capables de frapper Israël en tout point, dans le nord, atteindre Tel Aviv également, mais le centre d'Israël. En attendant, effectivement, en cas de conflit, cela entraînerait, Nathalie, probablement la destruction, selon Gadi Eisenkot, d'avions de combat de l'armée israélienne, la fermeture de l'aéroport international Ben Gurion, des villages israéliens à la frontière conquis par les commandos du Hezbollah, des navires de guerre également frappés par les missiles du Hezbollah et également des soldats de Tsahal kidnappés. Bref, dans ce tableau anxiogène que dépeint le chef d'état-major de l'armée israélienne, une petite nuance, le Hezbollah qui a déjà perdu plus de 1300 hommes sur le combat en Syrie, dans les combats en Syrie, ne serait pas disposé encore à entamer une 3e guerre du Liban. Voilà pour cette petite touche qui relativise. Merci Mathias Dror, nous sommes avec vous à présent et on va reparler de cette joute verbale qui a eu lieu hier par médias interposés entre Ban Ki-moon, le secrétaire général de l'ONU, et Benyamin Netanyahou, le Premier ministre israélien. Alors quelle était la teneur des propos de Ban Ki-moon ? D'abord, il faut un petit peu, Nathalie, rappeler le contexte dans lequel ces propos ont été tenus. C'était hier, au cours d'un débat spécial au Conseil de sécurité des Nations Unies consacré à la situation au Proche-Orient. Et donc Ban Ki-moon a pris la parole. Et d'ailleurs, ces propos n'étaient pas seulement tout à fait sévère vis-à-vis d'Israël concernant la nature de l'opposition palestinienne à ce qu'il a appelé l'occupation, mais également concernant les constructions dans les territoires de Cisjordanie. C'est une insulte, pas tout de suite, c'est une insulte aux Palestiniens, à la communauté internationale, qui fait planer le doute, ces mêmes constructions, sur l'engagement d'Israël en faveur de la solution à 2 États. Et puis la phrase choc qui a fait réagir Benyamin Netanyahou, comme d'autres peuples opprimés l'ont montré tout au long de l'histoire, il est dans la nature humaine de s'opposer à l'occupation. Ça, bien évidemment, c'est une phrase qui a provoqué une véritable levée de bouclier en Israël. On écoute Ban Ki-moon ? Non, on n'a pas le son de Ban Ki-moon, mais celui de Benyamin Netanyahou. Benyamin Netanyahou peut-être un peu plus tard, la réaction d'Israël en tout cas qui n'a pas tardé. Oui, elle n'a pas tardé puisque, bien évidemment, face à des propos d'une telle virulence, on ne pouvait pas s'attendre à ce que Benyamin Netanyahou ne réagisse pas. Il l'a fait très vite d'ailleurs, on va l'écouter. Les remarques du secrétaire général de l'ONU donnent une justification au terrorisme. Le terrorisme n'a aucune justification. Les Palestiniens qui tuent ne veulent pas d'un État, ils veulent détruire un État, et ils le disent ouvertement.
Ils veulent tuer des juifs simplement parce qu'ils sont juifs, et ils le disent aussi. Ils ne tuent pas pour la paix, ils ne tuent pas pour des droits humains. Voilà, il a également ajouté, le Premier ministre israélien, que l'ONU avait perdu depuis déjà bien longtemps sa neutralité et sa force morale, et les propos du secrétaire général des Nations Unies n'améliorent pas la situation. Très rapidement, Dror, pourquoi ces propos si sévères maintenant? Non, on sait que les Nations Unies sont une institution en général très critique vis-à-vis d'Israël, et que Ban Ki-moon est soumis à la pression des pays arabes, des pays anti-israéliens, c'est très clair, mais on constate, au-delà même des Nations Unies, que le ton monte vis-à-vis d'Israël. Je vous rappelle, Nathalie, les propos tenus par Dan Shapiro, l'ambassadeur américain en Israël, donc de la part d'un allié, qui plus est d'un diplomate américain en place en Israël, des propos très virulents sur la politique d'Israël dans les territoires de Cisjordanie, avec cette histoire des 2 poids 2 mesures concernant l'application de la loi vis-à-vis des Israéliens et des Palestiniens par Israël. Là aussi, ça avait provoqué le lever de bouclier en Israël. Donc on a un petit peu l'impression que, un petit peu partout, le ton monte et les taux se resserrent autour d'Israël. Il est possible que face à ce genre de situation, eh bien Benjamin Netanyahou décide peut-être d'accepter d'aller rencontrer Mahmoud Abbas à Paris pour essayer un petit peu de calmer le jeu. La suite nous le dira. Merci beaucoup, Dror. Restez avec nous à suivre. On parlera de ceux qui ont vécu l'enfer des camps, qui sont de moins en moins nombreux, d'où le défi auquel ce guide d'Auschwitz que nous rencontrerons est confronté. À tout de suite.